mais dans l'ignorance totale. Parce qu'il se contente juste du fait que, oubliant que les Camerounais n'étaient déjà pas nombreux à cette époque-là, on n'avait pas une population aussi élevée, mais oubliant également qu'à cette époque, c'était tu ne bronches pas. Tu ne peux pas te permettre de prendre 5 francs qui appartiennent à l'État. Mais avec ces histoires de démocratie, on nous a imposé les droits de l'homme. On nous a tout imposé. Et ce qui permet des dérives énormes dans nos différents pays. Le problème, est-ce que le problème, c'est justement la protection des droits de l'homme ou alors ce non-respect de ces droits de l'homme par certains dirigeants? Le non-respect des droits de l'homme, à un moment donné, s'impose. Le droit à la vie, vous êtes de ce monde. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a peut-être 10 ans aujourd'hui, je le disais sur ces plateaux d'Afrique Média. À une époque, père à son nom, Belling et Boutou vivait. Je le disais sur ce plateau. Je disais, je suppliais le président de la République, son Excellence Paul Biya, de prendre, à l'époque, père à son nom, Belling et Boutou était directeur du cabinet civil du président de la République. Je suppliais le président Paul Biya, je l'interpellais en lui demandant de prendre, comme on a signé les accords de droits de l'homme, qu'il prenne Belling et Boutou et qu'il prenne 10 ministres. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le détournement des deniers publics, la prévarication des deniers publics. Vous vous rendez compte? Et les droits de l'homme nous imposent de ne plus prendre les gens, alors qu'à l'époque, il y avait les prisons à Tcholiré, il y avait les Yoko, où quand on vous envoyait de ce côté-là, vos familles faisaient déjà le deuil. Parce que vous avez touché à la chose publique. Et on n'avait pas de droits de l'homme à cette époque. Justement, c'était la belle époque de l'Afrique. Il y avait un encadrement des textes, il y avait un encadrement de la vie. Il y avait justement un encadrement de la vie, mais il n'y avait pas d'encadrement pour les prévaricateurs de la fortune publique. Parce que la fortune publique appartient à tout le monde. À tous les Camerounais et à tous les Africains, à tous les Africains dans leurs différents pays. Aujourd'hui, on nous a imposé la démocratie, on nous a imposé le multipartisme et on nous a donné les droits de l'homme. Ce qui nous conduit à la dérive. Quel est le pays africain qui peut se développer avec ces mécanismes? C'est impossible. La preuve en est qu'en quelques temps seulement, nous voyons ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous présentent comme visage, comme outil de développement. Mais vous êtes en train de nous faire comprendre donc que le cas Niger, Burkina Faso, Mali constitue ou bien sont le reflet de l'Afrique antique. Moi, je préfère... De l'Afrique antique, je reprends vos mots, de l'Afrique antique. Oui. Donc, c'est dit que ces 3 dirigeants à la tête de ces 3 pays ne sont pas dans la voie, justement, du respect des droits de l'homme, ne sont pas dans la voie de l'encadrement de la vie en société, sont dans une dérive totale. Vous savez... Puisqu'ils sont plutôt dans la protection de nos droits, dans la libération, la réaffirmation de la souveraineté de ces États. Est-ce que réaffirmation de la souveraineté de ces États ne voudrait pas dire qu'on reconnaisse que ces peuples africains, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont une origine, ont une histoire et peuvent parler d'une seule voix que de recourir à l'intervention de puissances occidentales? Vous savez, tout cela... Tout ce que vous avez cité là rejoint une seule chose. C'est-à-dire, pour moi, en ce qui me concerne, j'aimerais vous dire, dans ces pays-là aujourd'hui, on ne parle plus de prévarication, on ne parle plus de détournement. On ne parle plus de toucher à la fortune, à la chose qui appartient à tout le monde. La gestion étatique. Mais, madame, revenons sur terre. Prenons le cas de notre pays, le Cameroun. On arrête un ministre pour détournement des deniers publics, on l'envoie en prison, mais on a arrêté le prédécesseur pour détournement public, on l'envoie en prison, mais celui qui arrive vole même 3 fois, voire 4 fois. C'est quoi? C'est les droits de l'homme. On ne peut rien faire. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas la gestion des affaires publiques? Non, les Africains, je dis les Africains, ont eu ce vice qui a été présenté, qui est la démocratie. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas pratiquer la démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie, mais moi je dis tout simplement que, d'ailleurs, quelqu'un a cité un modèle de démocratie. Mais quel modèle?
Regardez un pays où on fait 48 km à 300 milliards. Le Sénégal, on me présente le Sénégal comme un modèle de démocratie. 48 km à 300 milliards de francs CFA, c'est un modèle de démocratie. On ne peut même pas interpeller les auteurs. Comment on peut goudronner? On peut faire une route de 48 km en dépensant 300 milliards de francs CFA. On est où là? C'est la démocratie? C'est ça le modèle? La démocratie, c'est l'appauvrissement de l'Afrique. Donc pour moi, je tiens à dire, je ne suis pas surpris pour rejoindre votre question et rentrer dans le contexte ivoirien. Je dis le chien ne change, c'est eux-mêmes qui le disent. Le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Comment Ouattara est arrivé au pouvoir? Comment pensez-vous, comment peut-on imaginer un seul instant? Depuis combien d'années Laurent Gbagbo est sorti? Laurent Gbagbo est sorti. On pouvait lever cette condamnation qui pèse sur Laurent Gbagbo depuis combien d'années là? Alors, il ne le fait pas. Déjà, il brigue un 4e mandat que la Constitution ne lui donne pas. Il le fait. Alors, pardon. Alors, comment peut-on se mettre à la place de Ouattara qui, automatiquement, a beaucoup de choses qui lui sont reprochées par les opposants ivoiriens? Les 5 là, ou même les 70 là, ils sont peu. Mais les Ivoiriens, dans leur majorité, ont beaucoup de choses à réclamer à Ouattara. Et beaucoup. On nous présente un taux de croissance. Les Ivoiriens ne s'en sortent pas. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir. Non. Et je dis, c'est le gouffre dans lequel on est en train de plonger les Africains avec cette histoire de Ouattara, de taux de croissance. Quand il partira, quand il va falloir que les Ivoiriens se réveillent et constatent le degré de surendettement de la Côte d'Ivoire, il se fera trop tard. Je pense, j'ai bien peur, sachant que la Côte d'Ivoire a déjà traversé cette période-là, mais j'ai bien peur pour eux. Pour dire que, en guise de conclusion, moi je dis, la démocratie, ce n'est que normal que Ouattara puisse écarter. C'est clair, c'est un jeu. La politique reste un jeu. Et à partir du moment où j'ai les manettes, je peux les manœuvrer à mon avantage. Vous n'allez pas me demander d'avoir les manettes pour manœuvrer un jeu dont j'ai la possibilité de gagner et la facilité de gagner et d'ouvrir un boulevard à mes adversaires. Donc pour moi, je ne suis pas surpris et ceci n'est que logique. Partout en Europe, ce n'est pas seulement une affaire africaine. Vous vous rendez compte? Regardez ce qu'on vient de faire à Marine Le Pen. Avec cette suspension, avec cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Ce n'est pas une histoire africaine, hein? C'est une histoire de tout le monde entier. Même comme en Occident, on a tendance à nous dire que la démocratie occidentale est mieux, il y a ceci, il y a des libertés, il y a des droits. Mais regardez ce qu'on est en train de faire de Marine Le Pen. Alors, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une preuve. Alors, on va refermer dans ce premier tour de table avec le doyen Simondé. On va prendre M. Dimi Dalédo. Il a souligné même les conditions de vie des populations. Et donc, nous savons très bien, M. Dimi Dalédo, que des soulèvements populaires se sont intensifiés et continuent même dans les rues de ce pays, les rues des différentes villes de la Côte d'Ivoire, dénonçant un prochain mandat du président Ouattara, mais surtout la nécessité de participation de certains poids lourds de l'opposition. Nous connaissons tous dans le lot de dégâts que ces manifestations populaires, ces dégâts que ces manifestations ont entraînés. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que on n'assiste pas plutôt à une goutte d'eau qui a débordé le vase? Faut-il craindre les lendemains même et même des perturbations dans ce processus électoral, M. Dimi Dalédo? Alors, vous m'excuserez, il y a une partie de la question que je n'ai pas entendue, il y a eu un problème de son. Alors, on est revenu avec M. Moussinga sur certaines réalités et bien sûr sur même la définition africaine de la démocratie, mais il a chuté sur les conditions de vie des populations les populations ivoiriennes. Alors nous savons tous, il y a quelques semaines, il y a eu des manifestations, il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu également plusieurs dégâts et même quelques pertes en vies humaines. Alors tous ces dégâts ou alors toutes ces répercussions négatives dans le train de vie même des populations, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que avec ces poids lourds qui
ont été écartés et vous le savez très bien, les populations de la marche même de l'opposition étaient en vue de distraire le président Ouattara à se présenter pour un prochain mandat, mais surtout de permettre donc à certaines figures majeures de participer à cette élection. Aujourd'hui, la liste est connue, il y a des poids lourds qui ne se retrouvent pas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire que à ce jour, la goutte doit déborder le vase? Est-ce qu'il faut craindre dans les lendemains une multiplication de manifestations populaires? Mais écoutez, je pense que d'abord, il faut revenir sur un élément clé qui est la notion de démocratie. Effectivement, revenir sur la définition. Puisque la démocratie, elle est déterminée par une base qui est incompressible. Notamment le fait qu'elle est déterminée par ce qu'on appelle le pluralisme, mais ce que moi j'appelle ce que les marxistes révolutionnaires nous appelons la loi de la contradiction. Le fait qu'il y ait possibilité de mettre avant une contradiction d'idées, que certaines idées soient en contradiction, même si elles sont totalement opposées, voire ennemies, mais qu'elles peuvent, elles peuvent s'entrechoquer d'une manière pacifique, d'une manière construite, et comme ça, elles permettent de booster le mouvement de la vie nationale. Deuxième élément de détermination de la démocratie, je dirais que c'est le fait qu'un peuple, quel que soit le peuple d'ailleurs, un peuple devienne acteur des différentes décisions. Que le peuple soit véritablement intégré dans tous les process de décision de son pays. Et dernière chose, je dirais que les besoins matériels, moraux et la totalité des besoins d'une manière générale soient satisfaits. Ça, c'est la base. Mais ensuite, on sait que la démocratie, il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas de démocratie qui sortirait une théorie comme ça, qui serait écrite sur un cahier et qu'on collerait dans un pays. Il n'y a pas de copier-coller possible. Et donc, ça veut dire qu'en fait, une démocratie, une fois que cette base-là, qui est fixe, qui est cette base incompressible, est mise en application dans un pays, eh bien, la démocratie, elle devient modulable. Il y a une donnée, il y a une facette modulable dans la démocratie. Elle va s'adapter aux conditions de vie de la population, à sa culture, à son histoire, à ce qu'a, évidemment, le peuple africain n'a pas forcément la même histoire que le peuple américain, et la démocratie va s'adapter. Une fois qu'on a dit ça, et lorsqu'on a analysé la prise de pouvoir par M. Ouattara, après la chute de Laurent Gbagbo, il y a une chose qui est claire, c'est que la démocratie a été confisquée au peuple ivoirien lorsque l'impérialisme d'Occident a installé Alassane Ouattara. Revenons quand même sur l'histoire, très rapidement. En fait, trop long, mais à l'époque, la France était dirigée par Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy et ses copains, à un moment, ont décidé de faire tomber Laurent Gbagbo pour y installer Alassane Ouattara. Alors d'abord, il y avait quand même pas mal d'affinités entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara, puisqu'ils avaient été dans la même école géopolitique. En Sciences Po, ils avaient été dans la même classe. Et de plus, ils se connaissaient très bien. Donc ça, c'est la première chose. De plus, on se souvient que l'impérialisme d'Occident a pris peur, parce que Laurent Gbagbo, qui avait... Effectivement, à l'époque de Laurent Gbagbo, je ne dis pas que c'était une démocratie parfaite. Et de toute façon, la démocratie parfaite n'a jamais existé. Et elle n'existera jamais. Mais il y avait quand même une base démocratique sous Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas de massacre entre les différentes ethnies sur Laurent Gbagbo. En tout cas, pas commandité par le gouvernement de Gbagbo. Il y avait quand même des différentes ethnies et vivaient quand même d'une manière harmonieuse, cohérente, et le pays progressait. Il y avait quand même une loi de la contradiction qui existait, un pluralisme politique, il y avait un véritable débat d'idées, et on se souvient encore que Laurent Gbagbo, et c'est ça qui a signifié sa chute. C'est à partir du moment où Laurent Gbagbo, et avec d'autres dirigeants comme Muammar Kadhafi, ont décidé de créer une monnaie, le FMA, le Fonds monétaire africain, à partir de là, malheureusement, ils avaient signé ce projet a terriblement mis en colère l'impérialisme d'Occident, l'impérialisme français en tête. Donc je pense
pense qu'il ne faut pas se leurrer. Alassane Ouattara, le gouvernement de Ouattara, pour moi, c'est pas une dérive autoritaire. C'est à partir du moment où Ouattara est arrivé au pouvoir, c'est véritablement une dictature comprador qui s'est installée en Côte d'Ivoire et une dictature comprador au service de l'impérialisme d'Occident. Et cette dictature a pris un nouvel aspect, je dirais, à partir du moment où le contexte mondial a changé. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que lorsqu'il y a eu les nouveaux espaces de croissance dédollarisés qui ont commencé à être boostés, lorsque le nouvel ordre mondial multipolaire a commencé à émerger et à s'accélérer, et que forcément il a fallu se positionner, soit à l'est, du côté de l'est, soit du côté de l'ouest. Alassane Ouattara a très clairement fait comprendre qu'il se positionnait du côté de l'ouest, pour la simple bonne raison qu'il a toujours été, il a signé tous les accords avec les institutions émanantes du bloc de l'ancien monde néolibéral à l'ouest, notamment les institutions de l'Union européenne, etc., etc. Et à partir de là, à partir du moment où, constatant que Alassane Ouattara prend de l'argent du FMI, et que la plupart des crédits émanent du FMI, à partir de là, on a compris qu'Alassane Ouattara a vendu son pays aux institutions occidentales. Vous savez, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que finalement, c'est la voix du peuple ivoirien qui a été volée. Parce qu'on va pas se le cacher. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui espéraient le retour de Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui gardent un souvenir, un très bon souvenir de Laurent Gbagbo. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens, alors je dirais pas majoritaire ou pas, mais en tout cas, à partir du moment où les Ivoiriens espéraient le retour de leur leader, je pense que cette candidature aurait dû être validée. Et c'est ça qui est problématique, parce que je ne vois pas quels sont les leviers permettant au peuple ivoirien de choisir ses propres candidats. Quels sont les leviers qui leur permettent de choisir leur propre candidat? On a parlé du système de parrainage, parce que là, finalement, là, une interruption avec Monsieur Dimi. À l'autodétermination du peuple. Voilà. Activez votre micro, nous ne vous recevons plus. On ne vous reçoit plus, alors le temps de permettre à Monsieur Dimi Dalédo de nous revenir. Doyen Simondé, les candidats retenus sont-ils des adversaires de taille, une menace même pour le président Alassane Ouattara? Monsieur Moussinga a dit que le président Ouattara était dans son droit même d'écarter des personnes clés qui pouvaient donc fragiliser son pouvoir et le renverser. Et Monsieur Dimi Dalédo est revenu même sur le fait que le président Ouattara, je cite, le président Ouattara a vendu son pays aux puissances occidentales. Fin de citation. Quelle est donc votre grille de lecture? Monsieur Dalédo n'a pas tort entièrement. Parce qu'en réalité, pour moi, il y a deux systèmes que les Occidentaux ont imposés en Afrique. Il y a la démocratie, et chez eux la démocratie, qui n'applique même pas. Parce que je ne pense pas que les gens qui ont passé des années à vous maltraiter, à vous prendre pour des esclaves, ils vont vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous développer. Montrez-moi un seul pays au monde où on l'a développé avec la démocratie. Un seul. Vous vous rappelez bien, ils sont venus en Afrique. Il y a un président, Kadhafi, qui travaillait pour la vraie unité de l'Afrique. On l'a assassiné pour imposer la démocratie. Allez dans me dire si dans ce pays il y a la démocratie. Pour revenir à la Côte d'Ivoire. Pour moi, en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que parmi les 5 candidats, il y a au moins un que je connais très bien. Le ministre Domelo. Un très grand monsieur qui défend, qui est dans les BRICS, celui qui coordonne toutes les activités du BRICS en Afrique. Donc je dis c'est un monsieur, c'est un candidat sérieux. Si les Ivoiriens se prennent au sérieux,
on peut élire facilement le président dans Milo, parce que pour moi, le président Ouattara ne devrait même plus être candidat. C'est même pas lui. Vous ne pouvez pas être arbitre, propriétaire du terrain, je ne sais pas. Tout cela, exactement. C'est un système qu'on combat. C'est un système qu'on combat. Malheureusement, ce système a été imposé par les autres. Parce qu'on est resté dans leur système, qui nous enfonce plutôt. Le système démocratique imposé par l'Occident n'est pas venu en Afrique pour nous aider. Ce n'est pas possible, je suis désolé. Il n'y a aucun système qui viendra nous imposer en Afrique pour nous permettre de sortir de la misère. Ce n'est pas possible. Au contraire, ils ont vu que les pays africains, comme mon ami Moussinga l'a dit, ils ont vu que les pays africains étaient mieux organisés avant leur arrivée. Alors il faut trouver un moyen de remplacer et de détruire tout ce qu'on a fait en Afrique pour freiner l'Afrique. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer qu'il y a plein de sociétés françaises, européennes, occidentales dans les pays africains? Dans ces pays africains, ce sont eux qui imposent le PDG, le directeur. Ils ne font pas des élections au sein de l'entreprise pour désigner celui qui mérite la place. Et ils nous parlent de démocratie. La démocratie, c'est seulement à la tête des États. Ça peut être dans les entreprises. Non, il faudrait que les gens sachent une chose. Les Occidentaux ne sont pas là pour aider les pays africains. Ça, ce n'est pas possible. Et nous, quand vous avez pris, par exemple, vos enfants, pour les envoyer dans l'école de ces esclavagistes, quand ils reviennent en Afrique, vous pensez que c'est pour vous servir? Non, ils sont au service de cela. Parce qu'avant de partir là, on les met dans des histoires qui n'ont pas de tête, des trucs satanistes. Et ils viennent, ils imposent ça. Je vous parle d'un cas, vos histoires de francs-maçons, de Rose-Croix, est-ce que c'est l'affaire des Africains? Non. C'est parce que nos enfants sont partis dans les écoles. On leur a imposé des systèmes qui sont venus implémenter en Afrique. Il faut mettre un thème à ces histoires. Dans tous les pays du précaré français, pour les citer cela, vous voyez, c'est co-constitutionnel à tous les niveaux. Et quand vous voyez ces gens-là, ils s'habillent de la même manière dans tous les pays. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système qui correspond à notre environnement, à notre manière de vivre? C'est quoi cette histoire où on copie jusqu'aux habillements? On prend les faux cheveux, on met sur la tête. Est-ce que c'est ça qui dit le droit? C'est l'habillement qui fait le droit? C'est la manière dont on fonctionne qui dit le droit. Si vous pouvez mettre n'importe quoi sur vous, si vous ne dites pas la vérité, vous ne faites pas le droit. Donc pour moi, tout le système qu'on a mis en place, c'est pour nous tirer vers le bas. Ce n'est pas pour nous aider. Ils ne sont pas venus nous aider. Or, l'Occident a été construit par les esclaves africains qu'on est venus arracher de force. On ne doit pas demander notre avis pour aller construire le pays. Et on nous parle de démocratie. Pendant l'esclavage, ils ne connaissaient pas la démocratie. Même après l'esclavage, ils ne connaissent pas la démocratie. Ce monsieur de Macron vient de dire qu'il reconnaît quand même que l'UPC, la France a fait beaucoup de mal en Afrique. C'est maintenant qu'il reconnaît. Pendant des décennies, ils ont ignoré, ils ont oublié, ils ont même insulté, méprisé les Africains. Non, il faut qu'on arrête. Je dis en Côte d'Ivoire, il y a possibilité que le peuple ivoirien, comme dans tous les pays africains, que se lève pour dire non, nous on veut mettre en place celui qui peut mieux diriger notre pays. Parce que l'Afrique ne s'est jamais constituée. On nous a constitué et on nous a imposé une constitution. Il est temps que l'Afrique que les Africains se mettent ensemble pour choisir, pour mettre en place pour se constituer. Parce que la constitution, c'est un moyen de s'entendre pour regarder dans la même direction. Or, on nous a imposé un document, on nous a imposé les gens qui vont suivre ce document, et on nous a imposé la manière de le faire. Aujourd'hui, c'est dépassé. Il est temps qu'on reprenne les choses en main et qu'on revoie notre système de fonctionnement, parce que ce n'est plus possible. Sinon, nos enfants seront les esclaves des autres. Donc, je dis encore une fois, en Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'on a enlevé plusieurs candidats, il y a parmi ces candidats un candidat en qui je crois sérieusement, l'ancien ministre Domelo. C'est un monsieur que je connais très bien, qui est un monsieur très correct, qui a une expérience avérée pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc, je dis à tous les Ivoiriens, si vous êtes intelligents, voilà un monsieur, je ne suis pas Ivoirien, mais je peux donner mon avis pour quelque chose qui peut aider mes frères africains. Parce que nous, n'oubliez pas, Madame Capen, la nature nous parle tout le temps. Quand vous prenez un noyau d'avocat, vous sémez au sol. Après 2 ans, si vous venez, vous n'allez pas trouver le noyau d'avocat, vous allez trouver les racines, un tronc et les branches. Les branches vont prendre leur direction. Mais au bout des branches, ça va faire les fruits qui vont tomber, qui vont produire d'autres racines, et puis ainsi de suite, on va s'étendre. Donc on a les mêmes racines. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble pour faire la véritable unité africaine, pour avancer dans la même direction et faire en sorte que les Africains soient libres de l'art dépendant de l'Occident. Ce n'est plus possible, Madame Capen.
Parce que le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le problème qui se passe partout dans les pays africains. C'est un système. On ne combat pas un système avec les méthodes de celui qui a mis en place le système. Ce n'est pas possible. Et le même système les agonise. Mais bien sûr. Le même système agonise tous ces occidentaux-là. La preuve, voilà l'autre qui a Trump aux États-Unis, ils ont imposé une guerre à l'Ukraine. Ils s'en sortent. Où est la démocratie? Ils ont demandé l'avis des Ukrainiens pour imposer la guerre. On parle de quelle démocratie? Mais l'on parle même d'un changement de constitution aux États-Unis. Vous pouvez imaginer ça? Voilà, c'est autant de choses. Donc il faut qu'on mette un terme à cette histoire. L'Afrique doit se prendre en charge totalement et oublier l'Occident. C'est-à-dire on doit se reconstituer dans tous les pays africains et mettre un terme à ces dépendances. Trop, c'est trop. Et l'une des choses encore, c'est, enfin on va y arriver avec l'histoire de la France. On en parlait tout à l'heure, je ne veux pas rentrer dans le genre. Mais cependant, je dis encore une fois, l'Afrique doit se lever comme un seul homme et mettre un terme. On a les mêmes racines, le même tronc, c'est les branches qui prennent la direction. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes racines et le même tronc. Donc, la nature nous parle, il faut qu'on profite de cette nature pour mettre en place les vraies choses et regarder dans la même direction. Madame Capin, merci encore une fois. Merci pour ce premier jet d'intervention. Monsieur Jimmy Dalédon, on vous a perdu il y a cela quelques minutes. Peut-être vous permettre de poursuivre justement votre analyse et de revenir encore sur une autre préoccupation, une question qui serait également adressée à monsieur Sylvain de Bogou. N'était-il pas pertinent pour le président Ouattara de faciliter les choses à travers la participation de ces figures-là dans le jeu électoral en vue d'un calme, d'une sérénité et même d'un équilibre politique dans son pays? Vous avez la parole, monsieur Jimmy Dalédon. Vous pouvez poursuivre votre analyse et directement répondre à cette question-là. Oui, c'est une très bonne question, mais effectivement, c'est que d'abord, si la ligne politique d'Alassane Ouattara trouvait une certaine résonance dans le peuple ivoirien, si la ligne politique d'Alassane Ouattara était juste, si sa ligne politique était cohérente et acceptée, s'il n'avait pas peur de sa ligne politique, il aurait fait en sorte que ces deux candidatures puissent être validées et que M. Gbagbo et M. Thiam soient ses opposants, puisque de toute façon, sa ligne politique serait la plus cohérente et et celle qui serait véritablement nécessaire dans cette séquence historique. Donc si M. Ouattara ne l'a pas fait, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a maintenu son pouvoir. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de... Moi, j'ai pas peur de le dire. Alassane Ouattara a maintenu son pouvoir par la violence. C'est par la violence qu'il a maintenu son pouvoir. En Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous gênez, Alassane Ouattara vous envoie ses milices et il vous arrête et vous ne pouvez pas parler. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et je sais parce que, pour tout vous dire, mes enfants sont métis et leur maman est d'origine ivoirienne. Donc à l'époque de la déstabilisation, nous on avait des appels en direct. Et vous vous souvenez, à l'époque, ils passaient dans les maisons et ils leur posaient les milices qui étaient au service de Ouattara. Ils posaient la question aux gens qui étaient dans la maison, manche courte ou manche longue. Et pour qui t'étais? Et pour qui tu es? Tu es pour Gbagbo ou Ouattara? Et si vous aviez le malheur de dire que vous étiez pour Gbagbo, ben, il fallait choisir entre la manche courte et la manche longue. Donc c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir, Ouattara. C'est un homme violent. Donc il faut le dire les choses franchement. Et c'est pour ça qu'il a été placé par l'impérialisme d'Occident. Puisque lui, l'impérialisme d'Occident, avait besoin de tenter de maintenir sa domination mondiale, puisqu'il voyait que son empire néolibéral allait s'écrouler face au nouvel ordre mondial multipolaire qui se présentait. On se souvient que le monde multipolaire a commencé à se présenter en 2001 déjà. Alors, à l'époque, c'était l'organisation de la coopération de Shanghai qui avait été signée en 2001, et même avant, le nouvel ordre mondial se présentait. Donc, je pense qu'à un moment, soit nous avons une ligne politique qui est juste, qui est la bonne, et auquel cas on a confiance dans sa ligne politique. Si véritablement, ce qu'il aurait fallu faire, si véritablement la Côte d'Ivoire actuellement était une démocratie, il aurait validé ces deux candidatures, il aurait mis en avant, il aurait organisé des débats, tout simplement des débats, et dans ces débats, il se serait confronté
à coup d'argumentaire, il se serait confronté à M. Gbagbo, à M. Thiam, dans tous les candidats, et le peuple ivoirien aurait jugé, il aurait décidé de qui détenait la ligne la plus juste, en tout cas la plus cohérente par rapport aux besoins du peuple ivoirien. Donc je pense que c'est une grosse erreur parce que c'est une très grosse erreur politique de M. Ouattara, et quelque part il y aura quand même un côté positif dans cette histoire parce que je pense que une des conséquences, c'est que une des conséquences du fait que M. Ouattara et les institutions ivoiriennes actuellement qui sont dominées par Ouattara, une des conséquences du fait qu'ils ont refusé ces deux candidatures, c'est que la conscience d'une partie du peuple ivoirien va s'éclairer. Je pense qu'il va y avoir un électrochoc pour certains Ivoiriens, je pense, et ils vont prendre conscience que là, il va falloir prendre en main leur destin politique, parce que les institutions actuellement en place et dominées par le gouvernement Ouattara ne leur donnent pas les leviers nécessaires pour pouvoir prendre en main leur avenir politique. Donc je pense que finalement, il y a un petit côté positif quand même dans cette histoire. Merci, Monsieur Djiby Dalédo pour votre intervention, Monsieur Sylvain de Bourgou, docteur Sylvain de Bourgou. Alors, cette question également, je vous la renvoie. Est-ce que le président Ouattara, en fin de compte, ne devait pas tout simplement, pour le bien, le calme, une accalmie même véritable dans son pays, faciliter les choses en permettant à certains candidats de l'opposition, précisément ces figures-là qui n'ont cessé de marquer leur vif intérêt à participer à cette élection, et à travers dans des marches, des manifestations, des soulèvements, est-ce que ce n'était pas plutôt intéressant pour lui de permettre à ces derniers de participer à cette élection et véritablement de jouer, de mettre toutes les cartes sur la table au moment du vote dans les urnes? Vous savez, on ne peut pas demander à un voleur de se comporter ou tout le monde. On ne peut pas demander à un assassin de se comporter ou tout le monde. Alassane Dramane Ouattara, je le disais tantôt, est venu dans les chars des Occidentaux. Et donc, il ne peut pas permettre à ce que le président Laurent Gbagbo soit candidat. D'ailleurs, lorsqu'on voit les événements de 2010-2011, envoyer Laurent Gbagbo en arrêt n'était pas nécessaire, mais il fallait l'écarter. Vous avez vu au cours du jugement, lorsque le président Laurent Gbagbo a perdu sa génitrice et qu'il voulait et que l'on demandait à ce qu'il vienne à l'enterrement, la Cour a dit que Laurent Gbagbo, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, allait être pris en otage par ses supporters et donc il n'allait plus être ramené, en tout cas à la haine. C'est cela. C'était une question politicienne. Il fallait le garder loin des terres ivoiriennes, comme la France et les autres colonisateurs ont toujours opéré, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, où on enlevait les leaders d'avant colonisation pour les isoler dans d'autres pays, puis il n'était pas, en tout cas chez eux, comme un poisson qu'on enlève de l'eau et qu'on met au soleil. Donc, il mourait. On se souvient, par exemple, de l'exemple de Samori Touré. Vous voyez, donc c'est la même chose. La prison de la haine est simplement un camp de concentration des Africains qui veulent s'opposer au système mondial unipolaire qui était dirigé par les États-Unis et suivi par l'Union européenne. Voici la réalité. En plus de cela, une erreur, il faut qu'on reconnaisse à un moment donné ce qui a été posé comme erreur de la part du président Laurent Gbagbo. Cette grave erreur de permettre à Alassane Dramane Ouattara, avec l'article 48, lui permettre d'être candidat pour une seule fois. Mais Dieu, on dit l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Et donc Dramane Ouattara, qui auparavant n'avait pas été autorisé à être candidat, cette fois-ci candidat en 2010, et donc
il saisit l'opportunité et puis il s'impose l'opportunité avec des canons décisifs partout et il s'impose. Et au cours des ans, il change les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Donc, on ne peut pas demander à Alassane Dramane Ouattara de s'auto-flageller, de se poignarder. C'est cette situation qui est là. Alors, dire à Laurent Gbagbo, vous êtes candidat, il sait qu'il perd les élections, Alassane Ouattara. Il sait qu'il perd les élections et lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est l'une des figures Alassane Dramane Ouattara qui a peur du mot prison. Et tout son entourage, quand vous regardez, même si je le dis tantôt, c'est ailleurs, même si nous sommes des panafricains, ce n'est pas parce que je suis un panafricain que j'arrive au Cameroun et puis bon, j'ai dit au doyen qui est sur le plateau, bon, quitte ton village, désormais je suis le chef de village. Ce n'est pas parce qu'il est panafricain qu'il va le céder de façon vraiment, je dirais, pacifique. Au moins, il faut respecter ce qu'on trouve sur le terrain. Mais je vous donne un passage comme ça. Au passage, je vous donne l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire. Quand le veuille ou non Alassane Dramane Ouattara, qui réduit ses noms, qui enlève des patronymes et ceci pour sonner un peu sexy, mais qui réduit ses noms, mais quand le veuille ou non, il est d'origine, il est burkinabé, il est Mossi, il est de Saint-Doux, nous le savons. La présidente du Sénat, Kandia Camara, elle est guinéenne. La présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Camara, elle est guinéenne. Le président de l'Assemblée nationale, Bictogo, il est Mossi, burkinabé. Le patron du port, il est Mossi, burkinabé. Voici comment la Côte d'Ivoire est dirigée et scellée. Et donc, ceux qui sont à la tête, ne pensez pas, ne vous attendez pas à ce qu'ils donnent de l'espace ou de l'espace de respiration à la population locale. C'est un gâteau sur lequel ils sont venus se grouper comme des mouches. Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire avec un esprit revanchard. Il a toujours dit l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Le partage du gâteau africain par les Occidentaux, la Côte d'Ivoire, en tout cas s'étendait, tout ce pays-là était un seul pays. Il a même parlé d'un port sec qu'il devait construire dans cet État, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara de rendre la chose facile et surtout que le mot d'ordre vient de l'Occident. Alassane Dramane Ouattara, c'est la main noire de l'Occident sur la population africaine et surtout dans la France et dans l'Afrique dite francophone. Et perdre la Côte d'Ivoire, voici des pays forts. Perdre la Côte d'Ivoire, perdre le Cameroun, la France ne sera plus rien. Et donc, c'est aux Ivoiriens de se battre. Et je tiens à souligner, avant de continuer, par rapport au frère qui avait le sur le plateau, qui a dit qu'il ne voulait plus s'intéresser aux problèmes ivoiriens parce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit merci à Afrique Média. Mais on se rappelle, les archives d'Afrique Média sont là. J'ai été celui-là qui a protesté contre l'intervention, la première interview du président Laurent Gbagbo à France 24, je pense. J'ai dit, Afrique Média a mené le combat, c'est là qu'il fallait faire la première interview. Et c'est le président Batakani qui m'a intercalé, qui a dit que le président voulait en tout cas une audience encore plus. Donc pour moi, j'ai dit non, ce n'était pas possible. Mais jusque-là, le président Gbagbo, je n'ai pas encore vu une interview, une intervention sur Afrique Média. Bref, voilà, donc c'est pour dire Alassane Dramane Ouattara, venu dans les chars, ne peut pas. Et il sait qu'il est dans l'illégalité totale avec la constitution ivoirienne, que des professeurs de droit constitutionnel comme Rakan Gouiro ont réécrit cette loi fondamentale de l'État de Côte d'Ivoire, où eux-mêmes ils ont soutenu, eux-mêmes,
Bakongo, qui est un grand du parti de Dramane Ouattara, a lui-même dit que Dramane Ouattara n'a plus être encore candidat pour un troisième mandat. Mais aujourd'hui, ils se sont tués comme des carpes mortes en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de voix, ils ont perdu leur voix, ils ont perdu leur latin. Donc, réellement, cette question, je dis, Dramane Ouattara ne peut pas rendre la chose facile. C'est au peuple ivoirien de prendre sa destinée en main. Et moi, je pense que du côté du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, du côté même du PDCI, tous ces grands partis se sont pris très tard dans cette affaire. Parce que depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé de la haine, il devait, et nous l'avons dit sur des chaînes, il devait vraiment s'atteler à ce que cette condamnation de braquage de banque soit levée. Et nous avions également dit que cette était un piège. Mais l'on n'a pas compris. Des injures sont en tout cas sont sortis de partout contre nous. Ce n'est pas ça l'important. Mais nous avions dit cela. Et le président Laurent Gbagbo lui-même a continué dans les erreurs politiques, dans les calculs vraiment, je dirais, des canards. Parce que c'est encore ces alliés à l'Assemblée nationale qui sont allés voter pour Big Togo comme président de l'Assemblée nationale, patron, en tout cas membre du parti de Dramane Ouattara. La seule chose, même s'il devait gagner, on pouvait s'abstenir pour marquer le pas. Mais ils sont allés voter. On a vu également Laurent Gbagbo aller embrasser Dramane Ouattara, la présidence, rire aux éclats, parler de fraternité, d'amitié. Lorsque nous dénoncions cela, les gens ont dit que c'était une stratégie politique. Mais cette stratégie politique, qu'est-ce qu'elle a donné? Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans la discussion, il n'est pas dans le dialogue. La seule chose connue ou reconnue par Alassane Dramane, c'est de le pousser. Si on ne le pousse pas, il restera à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez dans son propre parti, les nominations, c'est aujourd'hui son petit frère ou bien son fils, Téné Birahima, qui est aujourd'hui son adjoint. Donc il prépare même la relève pour sa propre sécurité et la sécurité de son entourage immédiat. Alors, je reste avec vous, M. Sylvain de Bourgou, pour revenir sur une de vos déclarations. Vous avez souligné justement que le président Alassane Ouattara est la main droite même de ces puissances occidentales en Afrique de l'Ouest. Je reprends ici vos propos. N'est-il pas excessif de le dire? Parce que vous le savez très bien, il faudrait un tout petit peu à apporter. Je ne vais pas parler de preuves, mais quand même certifier quand même les paroles qu'on avance sur le plateau. Oui, mais madame Seka, vous savez, quel président en Afrique, à part Alassane Dramane Ouattara, qui chaque mois est analysé? C'est lui, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui. C'est là qu'il va prendre, en tout cas, sa feuille de route. C'est encore lui, lorsqu'il y a ce fameux 14 juillet, la fête de l'indépendance ou bien de la République française, c'est encore lui qui, ma foi, envoie les militaires ivoiriens aller défiler. C'est la soumission totale. C'est encore Alassane Dramane Ouattara qui, ma foi, a crié sur tous les toits qu'il avait déjà préparé le budget d'une troupe ivoirienne pour aller attaquer le Niger et installer Bazoum au pouvoir. C'est Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui qui, par une gymnastique qui n'est pas cachée, a accueilli tous ceux que Blaise Compaoré a fui avec, qui sont en Côte d'Ivoire dans un camp militaire vers Aboissé et à Diaké. C'est encore Alassane Dramane Ouattara qui, ma foi, accueille dans ce camp militaire, militaire français à Port-Boué, qu'on appelle le 43e Pima, qu'on dit que ça a été maintenant remis à la Côte d'Ivoire, c'est que j'ai toujours dit, c'est du faux. On a simplement remplacé les visages blancs par des visages noirs, parce que dans l'armée française, dans la légion étrangère, il y a ces enfants sans père, sans parents,
qui sont dans cette armée qu'on a déversée là-bas. Donc, ce sont toujours des Français. Ce ne sont pas des choses. Ce n'est pas la France qui est partie. La France, elle est là. Donc, Alassane Dramane Ouattara est toujours l'homme de la France. Il n'est pas parti. La France n'est pas partie. Alassane Dramane Ouattara est toujours présent. Et c'est lui qui fait preuve, quoi peut vous donner, madame, pour vous dire que nous ne disons pas des choses pour amuser la galerie. Merci, docteur Sylvain de Bougou, docteur Yacouba. Vers une victoire du président Ouattara à cette élection d'octobre 2025? Activez votre micro, docteur. Activez votre micro, docteur Yacouba. Merci. Voilà. Alors, face à votre question, madame, et vous demandez si... Allô, je sais que vous m'entendez. Nous vous recevons. Merci, madame. Bien, madame, autant pour nous, on aurait bien souhaité que ce soit donc des mesures de sortie aient été prises pour faciliter donc cette sortie de crise. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Mais s'il y a quelque chose de plus intéressant à remarquer quand même, c'est que ce sont des choses qui ne datent pas de maintenant. Il y a plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois de cela, que tout le monde savait déjà donc, ces résultats. C'est pourquoi ça n'a pas été du tout une surprise pour les Ivoiriens, parce qu'on savait plus ou moins que depuis plus de 4-5 mois que toutes ces personnes allaient être éliminées. Maintenant, la question qu'on se pose, mais quelles sont les mesures qui ont été prises? Parce que quand même, on est en politique et vous savez très bien, comme le disait donc, un politologue, et la politique, c'est la science du possible et de l'impossible. Ça veut dire que ce que vous croyez possible en politique, rapidement peut devenir impossible, et ce que vous trouvez impossible en politique peut devenir possible. Et quand il y a des mesures de ce genre qui sont prises en sciences politiques, il faut bien prendre d'autres mesures. Et là, c'est vrai que depuis le 19 mars, je prends le cas du président Thiam du PDCI, et il est redevenu ivoirien exclusivement. Vous savez très bien que c'est une exigence de la constitution ivoirienne, et notamment à son article 5 pour être président de la République, il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne. Et qu'à cette époque, le président Thiam avait aussi bien la nationalité, j'allais dire, ivoirienne que la nationalité française. Et finalement, on nous a dit qu'il avait la nationalité française, il a demandé donc à redevenir ivoirien. Et donc, depuis le 19 mars, le président Tidjane Thiam est redevenu ivoirien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait donc une RLE. Et des négociations ont été menées depuis toujours avec la gouvernance ivoirienne. Malheureusement, il n'y a pas eu de RLE, et quand bien même la loi prévoit l'organisation de la RLE une fois dans l'année. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu de RLE. Et donc, il n'a pas été sur la liste électorale. Et naturellement, pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. Du coup, il ne pouvait pas être candidat. Et c'était pratiquement la même chose pour d'autres candidats, notamment Guillaume Soro, et Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Il n'était pas sur la liste électorale. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est des choses que tout le monde savait depuis longtemps. Maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi l'opposition ne prend pas d'autres mesures pour pouvoir contrecarrer? Parce que des négociations ont été menées plusieurs fois, et à tout cela, il n'y avait rien, il n'y avait pas de solution viable, et rien n'avait été décidé. Et donc, on est allé jusqu'aux élections, on a déposé les dossiers, et puis finalement, la liste est sortie, 5 candidats retenus, et toutes ces personnalités n'ont pas été retenues. Maintenant, que faire? Voici la question de fond. Que faire? Alors, mon analyse est simple. On a déjà tenté une telle opération en 2020, il y a 5 ans de cela, où des candidats importants de la scène politique ivoirienne
ont été recalés, ne peuvent donc pas participer aux élections présidentielles. C'était à l'an 2020. Finalement, il y a eu donc une coalition de tous ces candidats et d'autres candidats qui avaient été retenus qui réclamaient pratiquement les mêmes choses. La révision des normes électorales, la révision des normes pour aller aux élections, le code électoral, ainsi de suite. Tout cela apparaissait déjà dans les mêmes revendications. Finalement, les élections de 2020 ont été organisées. Il y a eu des morts, il y a eu plus de 80 morts. Et le résultat final, c'est que l'opposition n'a pas participé à ces élections. Une grande partie de l'opposition politique ivoirienne n'a pas participé à ces élections. Maintenant, le résultat, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils en ont tiré profit ou pas? Voici ce qui intéresse le politologue. Et là, quand vous regardez très bien ce qui s'est passé en 2020, l'opposition qui a refusé, qui avait mis ce qu'on appelait à l'époque la désobéissance civile aux élections présidentielles, n'a pas participé aux élections présidentielles. Et quelques mois après, cette même opposition est venue participer aux élections législatives. Et cette année, les élections législatives auront lieu dans le mois de décembre. En politique, il faut être juste dans ses prises de position. Savez-vous, pour ce qui s'est passé cette année en 2020, il y a un candidat important de la scène politique ivoirienne qui a décidé de façon personnelle de ne pas déposer de dossier. Parce qu'il estime que la situation n'est pas viable, n'est pas bonne pour des élections. Et il n'a pas déposé de dossier aux élections. Et sa position, il dit qu'il veut être constant parce qu'il n'était pas d'accord avec le 3e mandat, autant il n'est pas d'accord avec le 4e mandat. Et donc, il ne déposera pas de dossier parce que ce serait une façon de reconnaître tout ce qui est en train d'être fait. Et là, l'opposition de cette année 2025, celle qui ne participe pas à ces élections de 2025, remarquez très bien et vous verrez des biais dans la démarche politique qui interpelle le politologue. Parce que ne pas participer aux élections présidentielles de 2025 et s'apprêter 2 mois après à participer aux élections législatives de décembre 2025. Vous ne voyez pas qu'il aurait donc une situation difficilement appréciable. C'est pourquoi il faut toujours regarder la situation la meilleure. Ces candidatures sont éliminées, mais quand vous prenez l'organisation de plus de 25 partis, 4 Côte d'Ivoire, ou bien quand vous prenez le Front commun, vous retrouvez des personnalités qui étaient membres de ces structures dont les candidatures ont été retenues. Mais à la question que faire, c'est là que l'opposition aussi doit prendre des mesures qui pourraient non seulement arranger les cadres de l'opposition, mais aussi la population ivoirienne en participant aux jeux démocratiques, en donnant autre discours, en présentant autre discours afin que la population puisse savoir à quoi s'en tenir. Ce que je voudrais donc dire, et je suis parfaitement d'accord quand on dit qu'on devait prendre des mesures depuis longtemps, pour notamment le cas précis du président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et moi, je me dis, s'il est candidat, que ce soit des élections législatives, municipales ou présidentielles, il faut bien même lui faciliter la tâche parce que lui, il a été président de la République du pays. Et dire que le président de la République d'un pays ne se retrouve pas sur la liste électorale, ne peut voter ni aux élections municipales, ni aux élections législatives, ni Alors, nous venons de perdre malheureusement Dr Yacouba. Peut-être il sera des nôtres dans une poussière de seconde. Monsieur Moussinga, on peut parler d'un 4e mandat validé pour le président Ouattara? C'est pas un leurre. On peut parler d'un 4e mandat. C'est pas un leurre. Non, ce n'est que logique. Ce n'est que normal. Comment croire un seul instant qu'Alassane Ouattara perde cette élection? C'est possible. Oh là là. Il n'y a pas des adversaires de taille. Il y a Don Melo, il y a Simone Bagbo. C'est quand même 4 personnes en face de lui. Non, ça c'est rien. Voilà les vraies figures de peau qui ont été écartées. Et puis
Il suffisait tout simplement qu'il y ait une coalition entre ceux qui ont été écartés pour que Ouattara perde. Mais Ouattara, je vous ai dit, Ouattara ne peut pas. Le président Ouattara ne pouvait pas organiser une élection avec ces gens-là en face. C'était impossible. C'était impossible. Alors, imaginez un seul instant. Il y a quelqu'un qui a dit, le premier Ivoirien, comment mon frère d'Abidjan, là. Docteur Sylvain de Boubou. Voilà. Alors, il a dit la grosse erreur, je ne vais pas répéter ces mots pour ne pas dire la bêtise, la grosse erreur du président Laurent Gbagbo à l'époque, c'était d'accepter la candidature du président Ouattara. Parce que, avant Laurent Gbagbo, les prédécesseurs avaient déjà parlé de l'ivoirité. C'est-à-dire que Ouattara n'étant pas ivoirien, il était impossible pour lui d'être candidat. Mais Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo avait accepté que tout le monde aille aux élections. Puisqu'à un moment donné, la naturalisation de Ouattara vient de Houphouët-Boigny. Alors, Houphouët-Boigny qui avait naturalisé Ouattara, Laurent Gbagbo, pour faire la paix, a dit tout le monde va aux élections, tout le monde va. Et c'était la bêtise de Laurent Gbagbo. Et à partir du moment où il a accepté, oubliant ou alors faisant fi de ne pas voir la réalité en face, celle qui consistait à voir Ouattara comme un ennemi, même de la Côte d'Ivoire, en dehors d'être ennemi de la Côte d'Ivoire, ennemi de l'Afrique même en plus. Mais il a accepté et aujourd'hui il paye le prix. Ne soyons pas surpris. C'est pas imaginaire de constater que le président Ouattara gagne cette élection. Non, il a travaillé. Il a travaillé en écartant tous ces candidats, tous ces vrais opposants. Comment peut-on expliquer et comprendre que depuis sa sortie, Laurent Gbagbo ne bénéficie pas d'une grâce en ce qui concerne cette histoire de braquage de banque? Comment? Et quelqu'un l'a dit. Il y a mon frère ivoirien, l'autre qui l'a dit. Comment peut-on se retrouver en train de rire avec Ouattara au lendemain de la sortie, en train de tourner avec Ouattara? Et il existe un autre cas, un autre problème avec les politiciens. Beaucoup d'entre eux ne sont pas cohérents. Le boycott des élections de 2020, comme quelqu'un le disait, où a été le changement? Et c'est la même chose qu'on a vécu au Cameroun. Il y a quelqu'un qui disait il n'est pas allé aux élections de 2020. Au Cameroun, 2018. Oui, 2020. Au Cameroun aussi, il y a eu les élections en 2020 où on demandait les législatives et les municipales. Ah, d'accord. Je parlais que vous parlez de la présidentielle. Non, je parle des législatives et des municipales où on demandait à tout le monde d'y aller. Mais il y a un candidat qui n'est pas allé et qui, à la fin, nous présente une histoire de mandat impératif nul. Qui l'amène aujourd'hui et à quelques temps de l'élection se retrouve en train de chercher l'investiture dans un autre pays. Je vous ai dit que la politique, là, la démocratie, là, la pluralité politique là, n'apportera jamais du bien aux Camerounais, aux Africains. Si ce n'est de monter les Africains les uns contre les autres dans leurs différents pays, c'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve, voilà mon frère Simo, ou à un moment donné, on va se dire, non, Simo, il est de telle région, je ne m'entends pas avec lui, c'est eux qui pourrissent le pays. Voilà le travail de l'Occident. Et c'est la même chose avec la politique. Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre? C'est la politique, c'est la démocratie. Mais ces questions de tribalisme n'est-elle pas propre au Camerounais? Non, c'est pas au Cameroun. Dans le monde entier, dans les pays africains. Dans les pays africains. C'est pas une histoire du Cameroun. Dans les pays africains. Je vous dis que le Cameroun n'invente pas le couteau à couper le beurre. Non, c'est pas une histoire du Cameroun. Comment? C'est une histoire. Vous savez ce qui se passe en Guinée-Conakry aujourd'hui? Mais attention. Le tribalisme est partout. Et c'est la politique pratiquée par l'Occident pour diviser les peuples. Et puis pour nuire. Parce qu'à partir du moment où... Mais imaginez un seul instant, il y a combien d'années? Comment les Sawa, pour prendre le cas du Cameroun, comment les Sawa ont accueilli leurs frères de l'Ouest? Comment ils ont accueilli leurs frères du Nord? Mais on vivait en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Et justement, on a fait rentrer ce volet politique
pour nous diviser, pour essayer de nous diviser. Mais je vais vous raconter une anecdote. Hein. En Europe, à une période donnée, on savait que si tu avais affaire à un Camerounais, tu avais affaire à tout le Cameroun, qu'il soit du littoral, du centre, du sud, ou de l'est, ou de l'ouest. Tu avais affaire à tous les Camerounais, je vous dis, à une époque en Europe. Quand tu avais affaire à un Camerounais, tu portais tous les Camerounais sur le dos. Ce n'était pas une histoire de l'ouest ou du littoral, non. Mais on a cultivé cette haine-là pour mieux nous diviser et pour continuer à piller, à nous spolier, pour continuer à nous éloigner de l'essentiel qui consiste pour nous à obtenir notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie, notre développement, notre industrialisation. Comment ne pas comprendre qu'il est important aux Africains aujourd'hui de couper tous ces ponts? Il est important de couper. Et Dieu merci parce que nos ancêtres, pour moi, hein, c'est ma lecture, hein, nos ancêtres ne dorment pas. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, qu'on le veuille ou pas, le monde est en train de changer. Et ça, c'est la force de nos ancêtres. Parce que ce combat, nous ne pouvions pas le mener seuls. Nous ne pouvions pas le mener seuls. Qui sommes-nous? Qui lui-même crut à un seul instant que les États-Unis allaient se retourner même contre l'Europe aujourd'hui? Qui eût cru que la Russie même allait se mettre derrière l'Afrique pour essayer de relever l'Afrique? Qui eût cru que la Chine même pouvait se retrouver en train de défendre les intérêts des Africains? Mais le monde est en train de changer. C'est le combat que portent nos ancêtres. Je dis que l'Occident, là, va retrouver sa place d'antan. L'Occident va retrouver sa place d'antan. Parce que l'Afrique a tellement souffert. L'Afrique a tellement perdu. Les Africains ont été tués, massacrés à tous les niveaux. L'esclavage, la déportation, ceci, cela, la traite des Noirs. Mais qui a développé le monde? Ce sont les Africains. Mais comment se retrouve-t-il qu'ils soient derniers de la classe alors qu'ils étaient premiers? Alors que tout. Mais l'humanité nous dit qu'il est important à un moment donné de prendre conscience de notre existence. Et l'Occident n'a pas pris conscience. Et voilà ce qu'il en retourne aujourd'hui. On est sûr, et moi j'en ai la ferme conviction, ne soyons pas pressés, le monde est en train de changer et l'Afrique va retrouver ses lettres de noblesse. Sortons de ces concepts pluralo-politiques qu'on nous présente en nous disant démocratie, développement, ceci nous enfonce des années et des années, encore des décennies durant. Mais comme le monde est en train de changer, prenons conscience et réveillons-nous. C'est le combat que mène Afrique Média depuis des lustres. Voilà pourquoi je n'ai cessé de dire. Et il n'est même pas étonnant également, ne soyons pas surpris de voir ce que vit le président Laurent Gbagbo. Parce que nous l'avons défendu avec corps et âme. Les ancêtres, on a invoqué les ancêtres, on leur a demandé blé goudé, on a tout fait pour eux. Mais ce qu'ils vivent là ne doit pas aussi nous surprendre. Nous sommes des Africains, hein? Nous sommes des Bantous. Et les réalités nous rattrapent, nous. Il faut qu'on le sache. Les réalités rattrapent toujours les Africains. Donc pour moi, je dis, il n'est que très normal. Il n'est que très normal que Ouattara gagne les élections. D'ailleurs, il n'a personne en face, hein, en ce qui me concerne. Je pense que le président Ouattara va remporter ces élections. Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, ça c'est quoi? C'est pour prouver qu'il y a quelques candidats. C'est une distraction? Pour moi, c'est une distraction. Pardon? Oui, non, pour moi-même, c'est pire. C'est même une insulte à l'endroit de la démocratie ivoirienne. C'est une insulte. Parce que valider la candidature de Simone Gbagbo, alors qu'on sait qu'il y a des tenors qu'on a exclus, mais c'est une insulte à l'endroit de la démocratie ivoirienne, pour moi. D'accord.
Monsieur Simondé, une coalition entre les candidats recalés et les candidats retenus est-elle envisageable? Ce que je peux vous dire, moi j'ai une certitude, qu'on le veut ou pas. Il y a un candidat qui sera soutenu par le BRICS. Qu'on monte ou pas. Parce qu'en Afrique de l'Ouest actuellement, là, tous les gens de l'Afrique de l'Ouest ont soif du changement. On ne peut pas espérer que M. Ouattara, qui est rentré par la fenêtre dans une maison, ressorte par la porte. Ce n'est pas possible. Il doit ressortir par la fenêtre comme il est entré. Ce n'est pas possible. Je défie qu'il soit de me prouver le coup. Je vous dis encore, on verra le résultat après les élections là. Ce n'est pas possible que ce monsieur Ouattara, qui déjà a violé la Constitution, soit plébiscité. Il va installer tout le faux qu'il pense. Mais il peut vous rassurer que les gens vont prendre toutes les dispositions pour qu'il ne soit pas candidat, président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et je dis ici, le meilleur candidat, le seul qui doit l'affronter. Parce que j'ai l'impression que s'il avait vu venir le président Don Melo, il aurait tout fait pour enlever sa candidature. Parce que n'oubliez pas que Don Melo, c'est l'un des grands ministres du président Gbagbo. Ils ont subi tous les problèmes ensemble. Même si Don Melo n'a pas été en prison. Mais il faudrait que sache qu'aujourd'hui, le président Don Melo est dans le cycle BRICS. C'est le vice-président du BRICS pour l'Afrique. Et ce monsieur, il n'arrive pas dans cette élection par hasard. Il était bien préparé et je défie qu'il soit de me montrer le contraire après les élections là. Parce que si on ne fait pas attention, même Ouattara va sortir par la fenêtre. Ah ça, et c'est tout mon souhait, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter cette fausseté. Le président Gbagbo, bien sûr, je lui reproche beaucoup de choses. Parce qu'il n'a même pas été un peu reconnaissant vis-à-vis de tout le combat qu'on a mis ici. Est-ce que la préoccupation majeure, c'est la reconnaissance ou alors le fait que tous les panafricanistes et tous les panélistes de la télévision panafricaine n'ont pas seulement fait que défendre, mais défendre la vérité? Bien sûr. Parce que beaucoup disent que c'est cette question de reconnaissance qui hante, je reprends ce verbe utilisé par certains occidentaux, que c'est cette reconnaissance qui hante donc les panélistes d'Afrique Média. Et pourtant, on sait très bien que ce dernier a été acquitté par la Cour pénale internationale. Est-ce à dire que finalement, les panafricanistes, les panélistes d'Afrique Média n'ont pas défendu la vérité? Parce qu'il y a une question de reconnaissance, mais il y a aussi une réalité ou une vérité, c'est que ces panélistes, justement, défendaient la vérité et voulaient véritablement que justice soit faite. Vous savez... Et la suite, hein, même ce Français qui est revenu sur les réalités. Permettez-moi de prendre la parole avant Simo, qui est mon grand ami. Permettez-moi de prendre la parole. Vous savez, nous sommes à l'ère de la communication. Et à l'époque de Laurent Gbagbo, combien de vérités existent? Kadhafi a eu la vérité. Bien sûr. Il y avait la vérité pour Kadhafi, mais on l'a tué. On l'a tué, nous sommes à l'ère de la communication. Nous n'étions pas obligés à un moment donné de porter le fardeau de Laurent Gbagbo, ou alors de Blé Goudé, ou du peuple ivoirien, par rapport à cette histoire de vérité. Mais nous nous sommes sacrifiés, je vous dis, madame, je vous le réitère, que Guillaume Soro, à l'époque proche de Ouattara, Premier ministre, est venu au Cameroun avec des mallettes d'argent. À l'époque, celui qui postule à la magistrature suprême du Cameroun, Issa Chiroma, était ministre de la communication avec des mallettes d'argent pour corrompre Afrique Média et tout son panel. Personne n'a pu le rencontrer. On n'a même pas souhaité le rencontrer. Il n'a même pas été le seul. Il y a plusieurs qui sont venus. On a envoyé des émissaires. On n'a jamais pris un centime de Voilà. Alors maintenant, comment peut-on, à un moment donné, après toutes ces années de combat, parce que le combat n'a pas été celui d'un an. Pas du tout. De la prise des problèmes ivoiriens jusqu'à l'arrestation, jusqu'à l'emprisonnement à La Haye. Jusqu'à la libération. Jusqu'à la libération. Alors, nous n'avons cessé de défendre Laurent Gbagbo. Et que quand ça sortit, il accorde l'interview à TV5. À TV5. Il n'a même pas la première interview qu'il accorde, c'est à TV5. Mais ça nous a choqués. Et jusqu'aujourd'hui, il est assis à Abidjan. Il n'a même jamais pensé, même inviter le panel, les panélistes d'Afrique Média, l'équipe d'Afrique Média, le PDG d'Afrique Média, autour d'une table et discuter, croyant que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est le Cameroun, mais nous pouvons également, ce n'est pas pour avoir des enveloppes d'argent, nous n'en avons pas besoin. Mais on peut également apporter nos idées pour le changement
de l'Afrique et de ce mouvement politique et même de sa lecture politique au lendemain de sa sortie. C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas pour nous remettre des enveloppes d'argent que nous le disons. Voilà. Alors maintenant, quand je l'ai dit, je réitère que j'insiste à dire que ça, c'est un côté qui n'a pas été bon pour le président Laurent Gbagbo. Et je suis sûr que tout ce qu'il vit là, tout ce qu'ils vivent là, les blés goudés, tout cela, ce sont les ancêtres qui les payent. Simon, vous pouvez citer à vous la parole. Oui, et vous allez chuter, doyen Simondé, je vous en prie. Allez-y. Oui, et le problème en réalité, c'est qu'on a passé toute la vie à négocier pour plusieurs panafricanistes. On nous a même traité de nom de tous les oiseaux en disant que oui, on traite n'importe qui de panafricaniste parce que nous, on voyait le sang de la lutte que certains chefs d'État menaient. Et on était obligé de, quand même, pour les encourager, aller classer comme panafricanistes, même s'ils avaient quelques défauts. Et tous les gens ont passé tout le temps à penser que ces personnes recevaient de l'argent. Moi, je suis 1 centime d'un quelconque chef d'État. Et je connais plusieurs qui n'ont jamais reçu. Et je ne peux pas comprendre que les gens pensent que tout le temps, quand on vient défendre l'Afrique, c'est parce qu'on a de l'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une affamée. Mais si je dis encore, nous on défend la vérité parce qu'on voudrait que l'Afrique se libère totalement. Et je sais que c'est pareil pour les journalistes, les techniciens qui sont là. Les gens ne peuvent pas imaginer les difficultés qu'on a même à organiser certaines émissions. Parce que les gens pensent qu'on nous finance, on a des financements qui viennent partout. C'est faux. C'est parce qu'on est des combattants et on s'est engagé à libérer l'Afrique et on le fait gratuitement. On n'a pas de salaire. Aucun salaire. Les gens devraient comprendre ça et ne pas nous traiter de tous les noms. C'est comme je vous ai dit à l'entame de cette émission, il y a un monsieur qui parle tout le temps dans les médias, a dit que les Afrique, merda, tout ça là, il insulte tout le monde. Or, on n'est pas là pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est parce qu'on veut libérer totalement l'Afrique et mettre en place une véritable unité africaine. Parce que ce qu'on a mis en place, c'est le banditisme. Ce sont les autorités qui l'ont mis en place pour mieux nous diviser et mieux nous contrôler. Et ils le font jusqu'à présent. Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, une coalition entre les candidats recalés et ceux retenus est-elle envisageable? Urgente même, pourquoi pas? Je pense que c'est compliqué de coalition entre les retenus et les candidats retenus. Pour la simple bonne raison que de toute façon, même une coalition serait pas forcément acceptée par le gouvernement Ouattara. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement Ouattara n'accepte qu'une chose, c'est sa victoire. Et il doit accepter la victoire. Il a, pour ainsi dire, décidé d'être victorieux avant même qu'il y ait des élections. En fait, je ne suis même pas certain que les élections en elles-mêmes soient des élections libres, au final. C'est pas impossible qu'il y ait une forme de trucage, quelque chose qui soit organisé et fomenté pour faire réélire Alassane Ouattara. Et les candidats qui ont été validés sont peut-être des candidats, des candidats spectacles pour donner l'illusion qu'il y aurait une opposition et pour légitimer une victoire qui est déjà acquise et qui est déjà signée au final. Et encore une fois, je suis même pas sûr que les élections en elles-mêmes soient véritablement des élections libres. Une coalition, ça me paraît improbable. Et puis même s'il y en avait de toute façon, franchement, je vois pas Laurent Gbagbo être dans une coalition. Laurent Gbagbo est un homme d'expérience, est un homme politique d'expérience. Qui normalement devrait être un candidat à part entière et qui plus est doté de sa propre formation politique qui trouve une résonance dans le peuple ivoirien depuis longtemps maintenant. Mais vous parlez même de TVC. Alors, merci pour votre intervention. On reste avec vous, Monsieur Dimi Dalédo. Ce sera votre dernière prise de parole dans le cadre de cette thématique. Alors, est-ce qu'on peut parler justement d'un signal fort avec une telle configuration dans le processus électoral? Est-ce que c'est un signal fort envoyé aux puissances étrangères? Le problème qui se pose, c'est que, vous savez,
ces dernières années, on a constaté qu'il y a une bonne partie, que certains pays africains ont fait les choix politiques les plus rationnels. Je pense notamment aux pays de l'AES qui se sont très clairement positionnés pour du côté du bloc, du côté du nouvel ordre mondial multipolaire à l'Est. Et c'est le choix le plus rationnel. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que dans quelques temps, là, dans quelques mois, dans quelques années, il va y avoir un véritable point de singularité avec le développement de la nouvelle monnaie dans le monde multipolaire et qui va échapper au contrôle du dollar. Et en fait, cette nouvelle monnaie qui va booster le développement des nouveaux espaces de croissance à l'Est va emmener dans son sillage les pays africains justement qui auront fait les bons choix. Et c'est pas impossible. Et c'est pas impossible que certains pays africains, s'ils se libéraient de cette monnaie de type néo-nazi qu'on appelle franc CFA, soient embarqués dans ce processus de développement. En fait, c'est un petit peu comme un train en fait. Il y a un train qui est lancé à pleine vitesse et certains pays africains sont accrochés au train. Et force est de constater que le gouvernement, pas la population ivoirienne, parce que je trace toujours une ligne de démarcation entre les peuples et leur gouvernement. Et le gouvernement ivoirien s'est très clairement positionné du côté de l'ancien monde néolibéral et malheureusement, ce monde néolibéral qui s'effondre, qui plus est, va emmener la Côte d'Ivoire dans son effondrement. Alors vous me direz qu'il emmène le gouvernement ivoirien, c'est pas le gouvernement ivoirien de Ouattara, c'est pas un problème. Par contre, qu'il emmène avec lui dans cet effondrement le peuple ivoirien, ça c'est très problématique. Merci, monsieur Dimi Dalédo, pour cette intervention. Vous restez avec nous, hein, monsieur Dimi, pour le sujet de sortie. On va faire très rapidement un tour de table pour refermer dans cette thématique très rapidement pour chaque intervenant. Alors, quel avenir même pour le peuple ivoirien? En quelques mots, monsieur docteur Yacouba, docteur Sylvain Debogou, monsieur Moussinga, monsieur Simondé, très rapidement, en quelques mots pour chaque intervenant. Docteur Sylvain Debogou, vous avez la parole. Vous commencez. Bon, merci. Pour moi, je pense que les 4 noms qui ont été retenus doivent d'abord se mettre ensemble. Ensuite, lorsqu'on prend ceux qui ont été cités, je pense que la CAP-CI que Simone Rivet avait initié, il y avait eu même la participation dès le départ du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Il y a également le FPI de Afin Guessan et il y a le PDCI qui fait partie, en tout cas, de ce club-là. Donc, je pense que même si les leaders ne sont plus candidats, au nom même de cette liberté que les Ivoiriens veulent, au nom de cette bataille commune, ils vont quand même, ils ne vont pas s'asseoir chez eux à la maison et laisser les choses faire une sorte d'absence punitive sur ceux qui ont été retenus. Ce n'est pas de leur faute. Donc, je pense que la sagesse voudra vraiment que ceux qui ont été déjà retenus aillent à renseigner, aillent vers ceux qui ont été rejetés pour déjà parler de vote de leurs militants lorsqu'il y aura élection. Merci. Docteur Yacouba, en quelques mots, s'il vous plaît. Merci bien, madame. J'espère que vous me recevez, madame Seka et les autres. 5 sur 5. Allez-y. Merci. Bien. Et c'est vraiment un appel pour ma part que j'aimerais lancer quand même différents acteurs politiques et notamment à l'opposition politique qui, il me semble, n'est pas dans la prédisposition d'aller à ces élections pour être beaucoup plus cohérent parce que juste après ces élections dans le mois de décembre, je le rappelais tout à l'heure, il y aurait des élections législatives et ça ne sert à rien pour ma part. Et vu l'expérience de 2020,
de boycotter ces élections et 2 mois après venir participer aux élections législatives sous le même mandat. Vous voyez qu'il y aurait un problème de cohérence. Et par ailleurs, je constate aussi que même si les leaders des partis politiques venaient à refuser de participer aux élections législatives à venir, il n'est pas évident que les cadres de ces partis puissent accepter cette mesure. Donc, pour ne pas se mettre dans une telle situation et vu les enjeux de ces élections de 2025, je conseille donc aux uns et aux autres de voir la forme la meilleure en trouvant un meilleur cheval et puis participer aux élections à venir, bon, dans leur propre intérêt, il me semble, dans leur propre intérêt. Et donc, c'est ce que je voudrais dire, parce qu'il faut être cohérent, il faut apprécier les choses telles qu'elles sont, et puis il faut voir la meilleure attitude. Il y a quelqu'un qui évoquait le cas du particulier de Awa Don Melo. J'avoue que c'est un cadre, un technocrate compétent, et à son sujet, il n'y a pas de débat possible. Il a eu à diriger le Bureau national d'études techniques et de développement pendant plus de 10 ans en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde le bilan, là-bas, ça a été très bon. C'est lui qui a déporté, et j'allais dire, les compétences du Bénet en Guinée équatoriale et dans bien d'autres pays en Afrique. Et donc, et après, il a été appelé en Guinée-Conakry comme conseiller chargé des grandes infrastructures et il y a fait ses preuves. Donc, sur sa compétence, il n'y a pas de débat possible. Et au niveau des relations internationales, vous savez très bien aussi sa situation. Et l'autre parlait de multilatéralisme. Et vous savez que dans le multilatéralisme, la place qu'il occupe, il est quand même le représentant des BRICS au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et il n'y a pas que lui. On peut citer d'autres cadres dont les candidatures ont été acceptées. Mais le plus important, c'est vraiment que au sein des différentes coalitions qui ont été déjà mises sur pied, je veux parler des CAP Côte d'Ivoire, je veux parler du front commun. À ce niveau-là, il faut une concertation élargie entre ces deux fronts et même ceux qui n'ont pas participé à ces fronts-là pour décider ensemble d'une attitude à tenir. Et il y va de la vitalité de notre démocratie. Et sinon, aller de boycott en boycott, au bout d'un moment, le peuple, il n'est pas évident que les citoyens suivent tous ces mouvements. Ça, c'est un point de vue, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il faut prendre des mesures pour que la démocratie puisse avoir un véritable début. Nous sommes en processus de démocratisation pour la plupart des pays africains et les crises préélectorales ou post-électorales ne sont pas de nature à construire nos États africains qui manquent de tout. Donc, c'est vraiment une interpellation pour ne pas être dans une autre situation demain. Et puis voilà, c'est ce que je voudrais dire. Merci, Dr Yacouba. Monsieur Simondé, en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire que l'expérience qu'a l'ancien ministre Awa Don Melo, il est mieux outillé et mieux placé pour gagner ces élections. Et je peux vous dire qu'il n'a pas passé tout longtemps à travailler que pour le BRICS. Il s'est préparé sérieusement pour les élections présidentielles parce que depuis des années, il était convaincu, il savait que le dossier, le candidature du président Gbagbo allait être écarté. Et il s'est préparé en conséquence. Je peux vous dire que s'il est là, même le président Gbagbo peut lui avoir donné son onction pour se présenter. Parce que c'est un homme qui s'entend très très bien avec le président Gbagbo. Je peux vous l'assurer. Alors, moi je vais dire Monsieur une chose. Moussinga, Oui, moi ce qui va me surprendre, c'est le résultat des élections. C'est que Ouattara perde. Parce que, comme il dit Awa Don Melo, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et d'ailleurs, il y a l'autre frère ivoirien qui l'a mentionné. Mais alors, est-ce que n'était-il pas important? Voilà là où on voit encore une fois le vice des opposants. Parce que voilà quelqu'un qui a de la valeur, qui a de la compétence et dont les éléments, toutes ces valeurs sont reconnues sur le plan national et international, mais que les mêmes opposants se lèvent et aillent poser leur candidature à une élection alors qu'il était possible de faire une coalition derrière lui et de le soutenir pour avoir un nouveau visage. Donc, je vais te dire, en quelques mots, s'il vous plaît. Ne sois pas surpris qu'à la dernière minute,
tous ces opposants se mettent avec Domino. Ben, si tel est le cas, soyons sûrs que même si... Et là, Ouattara va perdre. Il n'y a rien à faire. Même si c'est le cas même, pensez-vous que Ouattara n'aura pas à bourrer les urnes? Ce n'est pas possible. Même si, et sachez que nous vivrons, parce que même quand Ouattara accède au pouvoir, hein, je vais vous rappeler, Père Simo, je vais vous rappeler que même quand Ouattara accède au pouvoir, il n'a pas gagné les élections. Hein. Ce n'est pas les armes qu'il est arrivé au pouvoir. Alors qu'est-ce qui va vous dire que Ouattara ne va pas se maintenir par la même voie qu'il a installée? Donc, moi je suis loin. Il y aura d'autres rendez-vous, d'autres éditions de l'Afrique à Lune pour revenir encore sur cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'élection c'est jusqu'en octobre prochain, donc on aura encore d'autres émissions. Il n'y a aucun problème. Et nous espérons que vous serez des nôtres. J'ai toujours dit qu'à chaque fois que je reçois une invitation, et si mon programme le permet, je répondrai, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chers invités, avant de mettre la clé sous le paillasson, cap sur la France, pour parler donc de cette démission du Premier ministre français, François Bayrou, ce jour, chute donc de son gouvernement. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre susceptible de survivre, on va le dire ainsi, un paysage parlementaire sans majorité qui est divisé en 3 blocs, il convient de le souligner. Le président français lui-même est très peu apprécié si l'on s'en tient juste aux voix qui s'élèvent davantage. De plus en plus, cote de popularité souterraine, Macron doit déposer sa démission. La seule solution, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est le mal causé à l'Afrique qui rattrape la France. La justice divine est lente, mais sûre. Il s'agit donc d'un morceau choisi des prises de position fermes de certains leaders politiques français, de certains leaders politiques européens de façon générale. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, comment expliquer une telle effervescence ? Écoutez, le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans une situation très compliquée dans le sens où ces dernières années, le gouvernement Macron n'a pas cessé de mettre en application une politique au service des plus riches de ce pays. Et alors que les riches accumulaient toujours plus de richesses, le peuple opprimé de France accumule toujours plus de difficultés de la vie et se paupérise toujours plus. Je prends juste quelques chiffres. Sachez que c'est plus de 211 milliards d'euros qui sont injectés dans les caisses du patronat, calculés annuellement. Et 211 milliards d'euros sous forme d'aide publique. Ça veut donc dire que les Français payent des impôts et une fois qu'ils ont payé des impôts, ça part dans les caisses du patronat. Et nous ne parlons pas des petits patrons, des TPE et des PME, nous parlons des multinationales. Un autre chiffre, les 1800 familles les plus riches de France, les 1800 familles les plus riches accumulent à elles seules plus de 1000 milliards d'euros. Si elles payaient des impôts en cohérence de leur fortune, à hauteur de 4%, si elles payaient 4% d'impôts, on ferait rentrer dans les caisses plus de 40 milliards d'euros. Dans le même temps, vous avez plus de 200 milliards d'euros qui sont cachés dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, de type Paradise Papers, etc. Et sur la base de cette situation économique, sociale et politique totalement inégale, dans laquelle l'égalité sociale est inexistante, vous avez une facture qui s'appelle Budget Bayrou, qui avait été présentée et qui consiste à faire payer au peuple privé de France 40 milliards d'euros. Donc forcément, ça passe pas. Et donc, les syndicalistes de ce pays se sont organisés, en plus des travailleurs d'une manière générale, se sont organisés, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas payer cette facture qui n'est pas leur facture. Et le gouvernement est tombé, et entre le peuple opprimé de France et la prise de pouvoir politique, il n'y a plus qu'un obstacle, qui est la répression policière.
Donc nous verrons bien ce qu'il se passera le 10 septembre et le 18 septembre. Les syndicalistes, nous appelons à deux dates importantes, 10 septembre et 18 septembre. C'est deux appels à la grève massifs. Nous appelons les Français à sortir à se déclarer grévistes, mais aussi à reprendre leur destin politique. Alors ça, c'est vrai que le peuple français a une certaine expérience de ça. Nous avons une certaine expérience des assemblées générales, des assemblées populaires, et nous espérons effectivement que nous allons reprendre en main notre destin politique, parce que vous comprenez, M. Macron n'a jamais été légitime en fait dans son poste. Déjà, quand il a été élu à l'époque, il n'a pas vraiment été élu, puisque je rappellerai quand même qu'il a été élu parce qu'il y avait l'extrême droite. Et à chaque fois qu'il y a eu des votes pour Macron, ça a été des votes contre l'extrême droite. Donc, et puis au final, donc M. Macron n'est pas légitime, c'est un monsieur qui est détesté, et qui plus est, c'est un monsieur qui n'est pas président de la République française. Emmanuel Macron n'est pas le président de la République française. Ça, il se fait passer pour ça. Emmanuel Macron est un Young Leaders. Un Young Leaders, c'est quoi Young Leaders? Ce sont des présidents de la République, notamment français, qui se font passer pour président, mais qui en réalité sont des officiers de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade israélienne. C'est ça du Young Leaders, comme l'ont été François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et en fait, les Young Leaders sont apparus dans les années 70 dans la continuité de l'opération Mockingbird. Vous savez, le programme Mockingbird de 1948, c'est lorsque la CIA a pris le contrôle de la totalité des informations dans le monde. La quasi-totalité des journalistes du monde sont vendus et travaillent pour la CIA. Et un peu plus tard, en 70, il y a eu l'apparition de Young Leaders, c'est-à-dire des personnalités qui étaient très proches de la CIA et qui ont été formées pour mettre en application la politique des États-Unis. Et ces Young Leaders sont arrivés au pouvoir en France à partir de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron sont des Young Leaders. C'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre la politique de Jacques Chirac et la politique de Sarkozy, Hollande ou Macron. Alors, je ne suis pas du tout chiracien, parce que pour moi, Chirac était un colonisateur. Mais ils avaient quand même, à l'époque de Chirac, ils avaient quand même un côté républicain. Ce dont est totalement dénué ces Young Leaders du type Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron. Donc les travailleurs, le peuple ouvrier de France, il a des problèmes. Nous vivons dans le cœur de l'impérialisme, français, et effectivement, nous avons aussi nos propres problèmes. Ce sont des problèmes différents des autres peuples, évidemment, mais nous avons aussi nos problèmes. Et le premier problème que subissent les Français, c'est qu'une fois qu'ils ont payé leur facture à la fin du mois, ben, ils n'ont plus rien. Ils n'ont quasiment plus rien. Sur 65 millions de Français, c'est quasiment 20 millions de Français qui vivent dans des situations très précaires. Et il y a presque 4 millions de chômeurs en France. La situation est particulièrement catastrophique. Alors, je reste avec vous, justement, lorsqu'on essaye de vous résumer, est-ce à dire donc que cette démission du Premier ministre Bayrou est un message clair passé au président Emmanuel Macron? En fait, cette démission, elle était nécessaire parce qu'à partir du moment où le vote de confiance, les parlementaires n'ont pas voté pour le budget de M. Bayrou et ont voté contre, et à partir du moment où la motion de censure est validée dans le Parlement, forcément le gouvernement tombe. Et là, en fait, le pays se situe dans un véritable blocage parce qu'il y a eu des élections législatives post-dissolution et la formation politique qui est arrivée en tête, c'est le NFP, c'est la gauche. Et force est de constater qu'Emmanuel Macron ne veut pas
nommer un Premier ministre qui soit issu de la gauche, donc qui soit issu des suffrages exprimés. Alors non seulement il n'est pas aimé et il n'applique pas la politique que voudraient dont a besoin les Français, mais de plus il a refusé le vote le vote lors des élections législatives. Donc en fait nous sommes véritablement dans un point de blocage. Mais vous savez, c'est ce que je disais dans des radios ici en France ou dans lesquelles je suis chroniqueur, c'est qu'à un moment, il faut analyser la situation d'une manière rationnelle. Quel que soit le Premier ministre, que ce soit M. Lecornu, que ce soit M. Bayrou, ou quel que soit le ministre, finalement, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ils appliqueront la même politique. Et ils appliqueront la politique d'une classe sociale, la politique de la classe sociale, d'une classe sociale, c'est-à-dire la classe de la bourgeoisie monopoliste, dont l'État n'a rien de plus qu'un organe de domination et de répression d'une classe sociale par une autre classe sociale. Je n'invente rien. Tout le monde l'a dit, tout le monde nous l'a enseigné. Tous les grands leaders nous l'ont enseigné, de Che Guevara en passant par Fidel Castro jusqu'à Thomas Sankara. Donc ils peuvent nommer tous les premiers ministres qu'ils veulent. De toute façon, les Français n'en veulent pas. C'est comme ça. Et je sais qu'actuellement, il y a un problème de conscience. La conscience française est particulièrement frelatée. Mais attention, parce que le peuple français est quand même le peuple qui a guillotiné son roi. Et qui a quand même pris en main plusieurs révolutions. Il y a eu quand même l'histoire de notre pays est jalonnée par plusieurs révolutions. Et on sait qu'une fois qu'il part, en général, il part jusqu'au bout. Donc nous espérons que le peuple français va s'organiser, fera ce qui est nécessaire. Mais vous savez, là, de toute façon, au niveau parlementaire, il n'y a pas d'autre choix. Soit il y a dissolution du Parlement. S'il n'y a pas dissolution de Parlement, là, il y a eu une nomination d'un Premier ministre. Mais de toute façon, il va encore tomber dans quelques mois ou dans quelques semaines, parce que de toute façon, le NFP et le RN voteront contre le Premier ministre parce qu'ils considèrent que le Premier ministre doit être issu de leur rang, ce qui est logique. Et à la limite, je veux vous dire, que ce soit un Premier ministre issu du RN, ça ne m'aurait pas dérangé. À la limite. Même si je suis évidemment anti-extrême droite. Pourquoi ? Parce que c'est quand même plus de 10 millions de Français qui avaient voté pour le RN. Donc voilà, la situation est compliquée, mais demain, il y a un appel à la grève pour le 10 septembre, il y a aussi un appel à la grève pour le 18 septembre, et nous espérons organiser les travailleurs de ce pays. Merci, Monsieur Djimi Dalédo, pour votre participation à ce programme. Merci donc d'être passé sur Afrique Média. Alors, Docteur Yacouba, en quelques mots, pouvons-nous donc affirmer au regard de cette actualité en France, ces appels à la grève, ces manifestations et ces différentes sorties médiatiques, Docteur Yacouba, pouvons-nous donc affirmer que le président Macron est en perte de contrôle? Docteur Yacouba, activez votre micro en quelques mots. C'est juste un dernier tour de table, le sujet de sortie. Docteur Yacouba, activez votre micro. Alors, la réalisation, si le docteur Yacouba n'a pas pris de meilleures dispositions pour permettre aux téléspectateurs d'écouter ce qu'il a à dire, on va remettre la parole au docteur Sylvain de Bogou. Allô? Madame Seka, est-ce que vous... Voilà. Docteur Yacouba, vous allez, juste après vous, docteur Sylvain de Bogou. Allez-y, docteur Yacouba, en quelques mots, s'il vous plaît. Merci bien. Je disais que la situation était assez difficile et il faut reconnaître que le président de la République est véritablement en difficulté. Ça va faire 4 ou 5 fois maintenant qu'il nomme un Premier ministre entre 2017 et 2025. Et chaque fois, c'est généralement sous pression qu'un Premier ministre est sacrifié. Et on aurait pu regarder aussi du côté du président de la République qu'est-ce qui ne va pas pour comprendre tous ces changements. Mais il ne s'agit pas toujours de changer des premiers ministres, il s'agit plutôt de changer des politiques. Les Français veulent une politique qui favorise davantage les pauvres. Et malheureusement, on a tout abandonné parce qu'on veut les voix de l'extrême droite. On se concentre sur les questions qui n'intéressent presque pas les Français. La question des manifestants, les gilets jaunes et aussi des mouvements de grève dans la santé, dans l'enseignement, un peu partout,
je pense que le président de la République, au niveau endogène, n'est pas parvenu à donner des solutions propices à toutes ces problématiques qui ont été soulevées par les populations françaises. Mais au-delà, j'aimerais m'intéresser à la géopolitique internationale. Aujourd'hui, donc, avec la situation de l'Ukraine et avec le repositionnement, enfin, j'allais dire, dans la nouvelle position des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, vous savez que tout cela, ce sont des questions géopolitiques externes qui ont des répercussions énormes sur la vie politique en France. Et que ça s'agisse de l'économique, du social, et un peu partout, ça impacte beaucoup. Et on a tous constaté aussi que la France, pendant cette période, a perdu définitivement certains de ses territoires, notamment en Afrique, ce qu'elle considérait à l'époque comme son précaré. Et avec la création aujourd'hui de l'AES et tout ça, et pas seulement dans la zone de l'AES, il faut aller aussi en Afrique centrale, et des États comme on appelle Centrafrique et autres, tout ça. Et donc, ça montre quand même que la domination française en Afrique, à l'époque, est en train de changer. Il y a un gros changement. Et tout ça, c'est sous le président Emmanuel Macron. Et tout cela pourrait être interprété au niveau endogène comme des difficultés à établir de bonnes relations avec les États africains. Et tout ça, ça se passe très mal. Et donc, sous ces différents mandats. Et c'est tout ce qui peut expliquer toute cette situation que vous voyez, cette confusion interne. Parce que les relations entre la France et l'Afrique apportent beaucoup plus que nous ne le savions à l'État français. Et donc la situation actuelle, c'est bien des conséquences de la géopolitique internationale, notamment de la géopolitique franco-africaine. Et Merci. Donc, moi je pense que voilà, il est dans des réelles difficultés, mais ces difficultés-là, il va falloir prendre des mesures. Mais c'est l'Afrique qui pourrait en tirer davantage de profit. Et il faut le dire simplement parce que les États africains qui ont été longtemps soumis à la colonisation et après la post-colonie. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans une situation où les Africains, le discours, contrairement au discours que les gouvernants français tiennent aux Français, les Africains ne sont pas dans des ressentiments anti-français. Ce n'est pas vrai. C'est un discours qui est ce narratif est tenu par les gouvernants français pour se dédouaner en France vis-à-vis des Français qui leur demandent bien des choses. En réalité, les Africains demandent à faire de la géopolitique, à participer dans le nouvel ordre qui est là, le multilatéralisme. Les Africains demandent à participer. Mais demander à participer et avoir de nouveaux partenaires, d'autres partenaires, ne veut pas dire que les Africains sont contre la France en particulier. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur Sylvain de Bourgou, vous avez la parole. En quelques mots, s'il vous plaît. Merci pour vous insister sur mon titre. Bon, merci. Je pense que la France, lorsqu'on parle de la France, on peut dire, elle est carrément en faillite. Elle est en faillite parce que Macron n'est pas venu voir, en tout cas avec le soutien des Français. Ce sont les banques qui l'ont, en tout cas, propulsé devant la France. Il a pris des mesures très draconiennes qui ne vont pas en sa faveur. Par exemple, les élections dernières, il a perdu aux législatives, donc il devait prendre quelqu'un de la gauche comme quelqu'un de la France insoumise. Cela n'a pas été fait. Il a en tout cas augmenté l'âge de la retraite à 64 ans, ce que les Français n'aiment pas. Il a arraché aux Français 2 jours de férié. Les Français sont encore contre cela. Et de la bouche de l'ex-premier ministre Bayrou, la France, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. Imaginez combien la France doit aujourd'hui comme dette interne. Voilà. Et donc, voilà en tout cas des mesures qui, ma foi, n'arrangent pas son gouvernement. Et les Français ont compris qu'il est venu pour enrichir son entourage, ceux qui l'ont amené au pouvoir, ses camarades et ses patrons. Voilà, donc il ne peut pas avoir n'importe quel premier ministre. Franchement, il va toujours échouer. C'est lui qui est en cause, c'est son départ qui est sur le plateau. Merci, docteur Sylvain de Bourgou, monsieur Musinga. En quelques mots, est-ce qu'au regard de ces différents événements qui se succèdent, qui se suivent autant pour moi en France, est-ce qu'on peut justement confirmer ou alors
conclut que l'autorité du président Macron vacille? Vous savez, ce n'est pas le président Macron. Voilà un pays qui a pour socle l'éthique sur lequel il se couche chaque jour, le sang. La France n'a que pour socle de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. La France n'a que le sang, comme au palais de l'Élysée, là, leur palais présidentiel, là, le socle, le lit sur lequel le socle là est fait en sang. Voilà un pays qui, il y a plus de 10 ans à la naissance d'Afrique Média, était en train, ou alors s'asphyxiait, oui, il était en train de s'asphyxier. Mais au jour d'aujourd'hui, pratiquement plus de 10 ans plus tard, on ne parle plus d'asphyxie. La France agonise. La France est en agonie. La France est en train d'agoniser. Je dis la France agonise parce que, quels que soient les changements opérés, vous parlez de François Bayrou, on est même déjà passé à Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, qui y aura passation de service demain, à midi, entre Bayrou et lui. Je vous dis que la France agonise. Et l'Occident, de manière générale, agonise. Je ne m'arrêterai pas seulement sur la France. Vous voyez la démonstration de force que la Chine vient de faire à l'occasion de ses 80 ans. Tout le monde... La présence du président... Poutine. Mais moi, je parle même pas de ces présidents. Mais moi, je parle de la démonstration militaire qui a fait trembler les États-Unis d'Amérique, qui a fait trembler tout le monde entier. La démonstration de force militaire que vient de faire la Chine. Tout le monde entier tremble. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde est en train de changer. Et ne soyons pas loin de l'histoire. Ne nous laissons pas entraîner dans les distractions, dans des tribalismes, pendant que le monde est en train de changer et nous avons une partition à jouer. Il est important pour les Africains de le comprendre. La France est en train d'agoniser, la France est en train de finir. La France va disparaître de la carte. Bientôt, la France va disparaître. Je pleure seulement. J'ai de la famille là-bas, je leur demande de revenir. Et il y a de l'espace ici chez nous. Revenez, parce que la France va disparaître bientôt. L'ordre mondial est en train de dégringoler. La France dégringole complètement. Je dis, quand je dis la France agonise, elle agonise vraiment. Quoi qu'on fasse, on ne parle plus de Bayrou, on parle de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées. Mais je vous dis, Macron lui-même, la tête sera coupée. Quel est le gouvernement qui viendra redresser la France? La France est endettée au niveau où aucun redressement n'est possible. Rien ne peut être possible. Aucun parti, aucun mouvement ne peut réveiller la France. Donc, la France est appelée à mourir bientôt. Monsieur Simondé. Pour moi, quand on parle de la France, dans le monde souffrance, il y a France. Ils ont déjà fabriqué leur souffrance eux-mêmes. Ils sont en train de payer tout ce qu'ils ont fait contre le continent africain. Et ils vont payer plus cher que ça. Ce n'est qu'un début. Ils n'ont encore rien vu. Pour moi, la France, ça ne reprend rien du tout. Ils sont morts depuis. Ils sont morts et enterrés. Donc, ils vont payer tout ce qu'ils ont fait contre le peuple africain. Rien que les spécifiques qui sont tués au Cameroun, en pays Bassa et en pays Bamileke, ils vont payer très très cher. Parce qu'on ne peut pas oublier ça. Et c'est nos ancêtres qui sont en train de les punir. Ils n'ont encore rien vu. Ça va être plus grave. Merci beaucoup. Merci chers invités, merci chers téléspectateurs. Vous avez tout simplement compris, c'est la fin de ce programme, l'Africa Lune. Simondé, écrivain panafricaniste, promoteur du Made in Africa. Monsieur Moussinga, analyste politique, panafricaniste, mais également journaliste. On n'oublie pas donc ceux qui étaient en multiplex. Dr Yacouba Traoré, qui est analyste politique. Dr Sylvain de Bogou, également analyste politique. Monsieur Dimi Daledo, activiste et spécialiste des questions politiques et sécuritaires. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Vous le savez très bien, nous honore. Merci à la réalisation, à la diffusion et à très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir. Et après, elle s'est réveillée juste quand je sortais déjà.
en criant « Maman, ne pars pas ».